Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur votre site préféré qui va vous accompagner dans ce qui constitue aujourd'hui l'événement mondial. L'Euro est devenu un événement mondial. On rappelait qu'à part la Coupe du Monde de football, c'est l'autre compétition la plus suivie dans le monde. On dit de la CAN qu'elle est devenue aujourd'hui la troisième compétition mondiale. Et ceci est assez prestigieux pour les Africains. Mais nous nous alignons aujourd'hui dans ce qui vous passionne, l'Euro. Ce site a fini de regarder toutes les équipes. Partout, on tient des conversations assez soutenues sur les styles, sur les possibilités des uns et des autres, sur les chances des uns et des autres. Et après avoir regardé tout le monde, l'élite, c'est vrai, s'est enrichie autrement, puisqu'il y a des pays qui n'ont pas de passé, des pays de football qui n'ont pas de passé, mais qui aujourd'hui ont un présent. Comment c'est arrivé? Les équipes qui n'ont pas de passé, ce sont pas seulement celles qui n'ont jamais gagné, pas seulement les pays qui n'ont jamais gagné, mais aussi les pays qui n'ont jamais joué les grands rôles, parce qu'il y a gagné et jouer les grands rôles. Si vous faites attention, ils ne sont pas nombreux les pays qui ont déjà gagné cette Coupe d'Europe des Nations. Mais par contre, tout le monde aujourd'hui joue les grands rôles. C'est tellement juste que depuis le début du tournoi, vous avez presque regardé toutes les équipes, vous avez presque revu tous les matchs. Les scores les plus lourds, c'est 2 buts d'écart. Les scores les plus lourds. Réalisé, je crois, par l'Allemagne. On a récemment vu la France battre également l'Albanie par 2 buts d'écart. Quelque part, il y a, je crois, l'Espagne qui a aussi battu un de ses adversaires sur la marque de 2 buts d'écart. Ce qui atteste du resserrement de l'élite en Europe et dans le monde. Alors, comment cela arrive qu'il y ait aujourd'hui des pays qui jouent les grands rôles, d'autres qui ne gagnent pas, mais qui sont dans le rétroviseur des pays qui jouent les grands rôles? C'est parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les footballeurs partagent les grandes écuries. Ils sont en Espagne, ils sont en Angleterre, ils sont en Allemagne, ils sont en France. Les grandes écuries, on a fini de les cibler, puisque même des pays comme l'Albanie, qui n'ont pas de passé, ont des pensionnaires dans les grands championnats. Si vous regardez la liste de l'Albanie, eh bien, l'Albanie rappelle à peu près le Danemark d'il y a plusieurs années, quand les sélectionnés danois venaient des grands championnats européens. C'est tellement vrai qu'on n'avait pas encore vu un club danois jouer les grands rôles en Coupe d'Europe. C'est très rare. J'en connais un, Odense, mais qui ne joue pas les grands rôles en Coupe d'Europe. Même chose pour l'Albanie, et il y en a tant d'autres. Mais quand il s'agit maintenant de battre une équipe nationale, vous les verrez sortir des grosses écuries, j'ai appelé grosses écuries les grands championnats, et quand ils se retrouvent, quand cela se retrouve sous le même maillot, ça devient difficile. Alors, quels sont les pays qui émergent en ce moment? Nous allons commencer d'abord par la poule A. Dans la poule A, il y a la France, la Roumanie, l'Albanie et la Suisse. Ça se joue entre la France, la Roumanie et la Suisse. L'Albanie n'avait pas de chance au début d'émerger. C'est déjà vrai, aujourd'hui éliminé, il lui reste un 3e match, mais que l'Albanie n'a jamais été ridicule face à des adversaires qui avaient la faveur des pronostics de très loin. Alors, l'Albanie ne se qualifiera peut-être pas déjà éliminée, mais elle ne fera pas grise-mine pour ses sorties qui ont imposé le respect, même si à chaque fois l'Albanie a été battue, une première fois, je le rappelle, par la Suisse 1-0, une deuxième fois par la France 2-0, elle n'a pas encore marqué de but. Et face à la Roumanie, bon, elle jouera peut-être le jeu,
comme on dit, pour confirmer ce que nous savions déjà, mais que la qualification se joue maintenant entre la Suisse et la Roumanie, puisque la France est déjà qualifiée. Dans la poule B, il y a l'Angleterre, la Russie, le Pays de Galles et la Slovaquie. Là aussi, le pronostiqueur de tous les jours donnerait dans l'ordre Angleterre et Russie, mais que la Russie est en passe, comme on dit, de ne pas se qualifier, puisque le Pays de Galles et la Slovaquie affichent la même physionomie que l'Albanie. Dans le passé, ce sont des pays qui n'ont pas joué les grands rôles, mais qui ont des joueurs dans les grands championnats européens. Quand ils reviennent au pays, ça devient difficile. C'est tellement vrai que la veille de Pays de Galles, Angleterre, il y en a qui ont dit que c'est un grand derby du football anglais. Parce que les Gallois et les Slovaques jouent le plus gros du temps en Angleterre. Donc, Angleterre et Pays de Galles et Slovaquie, là aussi la petite surprise, parce que la Russie avait la faveur des pronostics pour aller se qualifier. Eh bien, l'Angleterre a eu un nul, mais elle devrait se qualifier. L'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne et l'Irlande du Nord sont dans la poule C. L'Allemagne, voilà, éternel pays qui participe, c'est vrai, dans les grands moments du football et dans le monde et en Europe. La Pologne pourrait créer la sensation devant l'Ukraine et l'Irlande. Si vous faites attention, dans chaque poule, il y a 3 équipes pour 2 places. Il y en a peut-être une qui clignote derrière, mais qui a la possibilité de créer la sensation. Et puis dans la poule D, l'Espagne, la République tchèque, la Turquie et la Croatie. Comment ne pas faire de l'Espagne et de la Croatie les favoris logiques de cette poule? On les a vus et chaque fois on a remarqué que les pensionnaires des grands championnats règlent les problèmes du côté de leur pays. S'ils ne viennent pas du Real, ils viennent de l'Inter de Milan, etc., etc. Et comme la Croatie a une petite couleur ibérique avec celui-là qui vient du Real Madrid et celui-là qui vient, je le rappelle, de Barcelone, finalement, ça finit par imposer le respect depuis la façade avec les pensionnaires qui sont en Espagne et à Barcelone. Voilà pour le groupe B. Pour le groupe E, la Belgique, l'Italie, l'Air et la Suède. La Belgique donne l'impression d'être un pays qui nouvellement joue les grands rôles dans l'élite. Depuis le classement FIFA, la Belgique est très respectée. Et si elle ne se qualifiait pas, cette Belgique, elle serait pour écorcher ce classement FIFA qui pourrait certainement attester de la valeur des uns et des autres. Parce que la Belgique a été battue par l'Italie. On a vu 2-0 de la plus belle des manières. Et on rappellera que l'Italie, qui est une compétitrice éternelle, est encore très respectée dans le jargon. Face à la Belgique, elle n'avait pas sur le papier seulement, la faveur des pronostics. Mais si vous regardez les joueurs qui composent les deux pays, eh bien vous dites que l'Italie comme l'Allemagne reste d'éternels grands pays de football. Et voilà comment derrière le Brésil, l'Italie et l'Allemagne restent encore les pays en Europe les plus titrés pour reparler de la Coupe du Monde. Donc, la Belgique, on lui fait encore crédit, bien que battue par l'Italie, devrait logiquement accompagner cette Belgique-l'Italie pour le second tour. On termine par le groupe F avec Portugal, Islande, Autriche et Hongrie. J'ai souvent entendu, grosse surprise, quand la Hongrie a battu l'Autriche. Je dis, c'est l'élite qui se renouvelle. Comment l'élite se renouvelle-t-elle? Parce que la Hongrie, jadis, était le pays qui, au début de la Coupe du Monde, a commencé par donner des leçons de football, et même au Brésil. Avant le premier sacre brésilien, en 1958, jusqu'en 1954, eh bien, c'est la Hongrie qui dominait le monde. Tellement juste que les observateurs avertis ont fini par dire que cette Hongrie-là avait été une Hongrie sans couronne, une reine sans couronne. Je me souviens, avant la Coupe du Monde, la Hongrie avait dominé des Jeux Olympiques au même titre que l'Uruguay, a joué la finale de la Coupe du Monde
la Hongrie en 1954. Tous les pronostics lui étaient favorables. Elle perd cette finale 3-2 contre l'adversaire qu'elle avait battu en poule 8-3. En poule, Hongrie bat Allemagne 8-3 en Coupe du Monde. Et en finale de Coupe du Monde, quand les équipes se sont retrouvées dans la finale, celle qui avait perdu par 8-3 a gagné la Coupe du Monde devant le même adversaire 2 semaines plus tard. C'est vrai que la Hongrie, par la suite, a eu de la peine à se qualifier jusqu'à la Coupe du Monde de 66. Elle est revenue après en Europe, en 86, elle est revenue aussi à la Coupe du Monde. Depuis, plus rien. Mais on sent qu'il y a de la qualité, le style est encore là. Elle a gagné son premier match, mais aura des difficultés à se qualifier parce que c'est une équipe qui manque d'aptitude physique et athlétique. On ne gagne pas une compétition quand on manque d'aptitude physique et athlétique. Et c'est un grand problème, c'est vrai, pour cette équipe de Hongrie. Alors, le Portugal tenu en échec, on va le rappeler d'abord par l'Islande. Islande a ressemblé à Albanie contre le Portugal. Islande et Albanie ont livré le même combat face au Portugal et à la France. Des équipes qui s'organisent pour ne pas perdre. Le football est le seul sport collectif dans lequel vous, dont on dit le plus faible, vous pouvez gagner face au plus fort. Vous, dont on dit le plus fort, vous pouvez perdre face au moins fort ou au plus faible. Alors, c'est ce qui est arrivé à l'Albanie, je le rappelle, face à la France et surtout à l'équipe d'Islande face à celle du Portugal. Il y avait pourtant Cristiano Ronaldo, mais c'est un sport collectif. Il ne peut pas, à lui tout seul, battre une équipe de football. Ses autres camarades sont avec. C'est vrai que, autant la France que le Portugal, la France et le Portugal n'ont pas eu de problème face à leurs adversaires. Mais on s'organise, c'est un sport collectif. Voilà, on s'organise, on installe le jeu sur une partie du terrain où nous réussirons à créer la supériorité numérique et ça fait problème à l'équipe de Messi, ça peut faire problème à l'équipe de Cristiano Ronaldo ou d'un tout autre grand, hein, mais que souvent ces équipes ont des joueurs à eux seuls capables d'inspirer et de mettre en confiance tout le groupe et vous finissez par avoir des problèmes puisque ces pays, petits pays de football ont de grands joueurs dans les grands championnats européens et du coup ce sont des pays qui deviennent difficiles à battre. Alors, comment ne pas sortir du lot? L'Espagne. L'Allemagne et l'Italie, qui donnent l'impression d'être très très fortes. Espagne, Allemagne et Italie. La France, on dira oui, mais elle a pourtant gagné ses 2 premiers matchs. Mais il y a que les Français manquent d'un leader de niveau mondial. Cristiano Ronaldo est mondial. La France n'a pas un Cristiano Ronaldo. Ce n'est ni Griezmann, ni celui-là qui est absent, Benzema. Ils n'ont pas un joueur leader mondial. Sinon, de bons joueurs d'équipe. De bons joueurs dans le marché européen. Mais un joueur de niveau mondial, c'est celui qui met tout le monde d'accord, même ses propres adversaires. Il y en a ailleurs. Il y en a à la Croatie, avec Rakitic, par exemple, qui joue à Barcelone. Hein, avec l'autre Croate, passez-moi le nom, Modric, merci bien. L'autre Croate, Modric, qui est à Madrid, au Real. Quand ils se mettent ensemble, eh bien la façade prend de la couleur. Rakitic et Modric, tellement vrai que tous deux ont porté à bout de bras la Croatie et Modric a marqué l'un des buts, je le rappelle, qui dans le top des plus beaux buts sera bien en place, le but de Modric. Alors, la France n'a pas celui-là. Il pourrait être Benzema. Est-ce que vous savez que Benzema est moins performant que Giroud, par exemple, que Giroud. Voilà, Olivier Giroud, je dis Giroud, ça se ressemble. Que Benzema est moins performant qu'Olivier Giroud pour ce qui est de l'efficacité offensive. Bon, elle a réussi à gagner ses matchs, ses 2 premières sorties, à se qualifier de sitôt, mais la France manque d'un leader de niveau mondial. C'est tellement vrai que
ces joueurs qui sont à l'extérieur, de ces joueurs qui sont à l'extérieur, Benzema est le mieux coté sur le plan de la valeur de l'écurie, et il n'est pas là, lui qui joue au Real Madrid. Sinon, les autres jouent dans des équipes qui sont d'un niveau européen acceptable, à l'image de Blaise Matuidi, et que le PSG ne peut pas amener en demi-finale de Coupe d'Europe. Parce que ça commence par là. Les pays qui ont fini d'émerger en club dans le monde, Espagne, Italie, Allemagne, mais on les retrouve aussi en équipe nationale dans le paysage européen. Le Bayern de Munich est là, avec l'Allemagne est là, avec la Légion du Bayern. L'Espagne, Rakitic et Modric sortent du drapeau espagnol pour se retrouver en Croatie. Ils vont inspirer. On a fini de parler de l'équipe d'Italie, qui est un football sérieux. Même s'il n'est pas attractif, il est très sérieux. C'est tellement vrai que l'Italie a fini de battre le leader du classement de la FIFA. Alors, c'est une Euro très ouverte. Il n'y a plus de petits pays de football, mais ceux-là qui donnaient le ton, les plus titrés qui donnaient le ton, sont encore là. Je cherchais avec vous, voilà, le palmarès. Et au palmarès, on a fini de remarquer, regardez le palmarès, l'URSS en 1960, l'Espagne en 1964, l'Italie en 68, l'Allemagne en 72, du temps de la République fédérale d'Allemagne, la Tchécoslovaquie en 1976, à l'époque la République tchèque et la Slovaquie étaient encore ensemble, la République fédérale d'Allemagne revient en 1980, la Hollande de Cruyff de Van Basten en 1988, la Hollande de Van Basten en 1988. Vous avez aussi la France de Michel Platini en 1984, avant la Hollande de Van Basten en 88. 92, le Danemark, pour une fois, un pays tord le cou à la hiérarchie, et celui-là était invité. Celui-là était invité. La Yougoslavie, en pleine guerre en Bosnie-Herzégovine, est sanctionnée. Les Danois qui étaient partis en vacances, rapidement se passent le mot au téléphone, ils viennent gagner la Coupe d'Europe des Nations. C'était en 92. L'Allemagne revient en 96. La France est là en 2000 à nouveau pour l'enlever. 2006, la Grèce, et ça va se traiter. La Grèce comment? Sorte de hold-up. Les Grecs sont aussi des pensionnaires des grands championnats européens. Vous n'avez pas entendu un club grec surnager dans les compétitions de clubs en Europe. Mais ils sont partout, les Grecs. Ce sont des pensionnaires des grandes équipes. Vous ne faites pas attention à ces Grecs. Comme le Danemark de 92, comme l'Albanie d'aujourd'hui, comme la Slovaquie d'aujourd'hui, comme le Pays de Galles d'aujourd'hui, et même l'Écosse d'aujourd'hui. Alors, ce sont des pays qui, en club, n'émergent pas, parce que ceux restés à la maison sont encore, c'est vrai, en devenir, mais ceux qui sortent, ou ceux qui sont déjà en Europe, sont dans de grands pays de football et dans de grandes équipes de football. Voilà comment la Grèce a gagné la Coupe d'Europe en 2006. Et ils ont dit, ce sont les Grecs qui l'ont dit, quand on leur a posé la question de ça, mais par où vous êtes passé? Ils nous disent, nous sommes en fin de saison. Tous les footballeurs sont saturés de football. Nous étions des remplaçants dans nos clubs. Donc, notre temps de jeu ne nous avait peut-être pas encore liquéfié parce qu'ils ne jouaient pas assez. Prenez l'exemple de la France, quand le Sénégal battait la France en ouverture de Coupe du Monde en 2002. Mais tous les Français étaient à plus de 50 matchs de football dans la saison. Ils étaient entre 50 et 60. Le médecin de l'équipe de France qui dit, attention, nous frisons la saturation. Ils ont beaucoup joué. Les Grecs avaient peu joué. Ils sont préparés.
comme tout autre footballeur, pour jouer à peu près 50 à 60 matchs. Et ils n'ont pas été assez utilisés. Souvenez-vous de cette chanson qui disait « La pile Vonder ne s'use que si l'on s'en sert ». La pile Vonder ne s'use que si l'on s'en sert. Alors, ces Grécois, ces Grecs, on ne les avait pas assez usés. Ils étaient très frais. Ils sont restés. Donc, dans cet article bloc, souvent, ils sortaient du banc pour jouer 15 minutes. Le match est terminé. Et ils étaient préparés pour jouer 90 minutes. Ils sortent du banc pour jouer 20 minutes. Le même Grec, alors qu'il était préparé pour jouer 90 minutes. Alors, si vous prenez des bouts de 15, de 20, de 10, de 15, de 20, de 10 minutes, ils vous diront, nous avons terminé le championnat. Et quand les autres auront fini d'avoir dans les jambes 1000 minutes, eux, ils ont peut-être 120 minutes dans les jambes. Alors, si vous mettez les deux ensemble, le plus frais bat celui qui a été très utilisé. C'était le cas de la Grèce, quand la Grèce gagnait la Coupe d'Europe en 2006. Les équipes sont arrivées fatiguées parce que la Coupe d'Europe des Nations se joue en fin de saison. Tout comme la Coupe du Monde de football se joue en fin de saison. Entre juin et juillet, tous sont liquéfiés, tous sont laminés. Le problème de la fraîcheur se pose. Les joueurs qui ont moins joué en cours de saison ont de la chance d'être plus frais que ceux-là qui ont été beaucoup plus utilisés. Cristiano Ronaldo a beaucoup joué. Il n'est pas frais. S'il tombe sur des adversaires qui ont moins joué, sur le temps de la saison, qui avaient été préparés pour jouer le même nombre de matchs que lui, eh bien, il a des problèmes. Voilà comment la Grèce, voilà comment ces Grecs avaient gagné la Coupe d'Europe des Nations en 2004. Voilà comment ils ont gagné la Coupe d'Europe en 2004, puisqu'en 1996, c'était l'Allemagne. En 2008, c'était à nouveau l'Espagne, et puis encore l'Espagne cette année, en 2012. Un problème de fraîcheur peut se poser avec l'équipe d'Espagne. Mais nous sommes au mois de juin et de juillet. Et je termine par là. Un jour, un observateur a fait comprendre que les pays qui sont en Scandinavie, les Scandinaves, les Suédois, les Danois, les Norvégiens, Suède, Danemark et Norvège, et les pays de l'Est. Jadis, c'était l'URSS. Aujourd'hui, c'est encore la Russie et l'Ukraine. Gagneraient difficilement une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe des Nations. Pourquoi? Ils ne sont pas bons en juin et juillet. Pourquoi? C'est l'été, juin et juillet. La Coupe du Monde a choisi juin et juillet parce que c'est la période pendant laquelle, dans le monde entier, c'est l'été. Mais c'est aussi la période pendant laquelle, dans le monde entier, les championnats ont fini de se jouer. Les joueurs arrivent fatigués. Et comme les Scandinaves et les pays de l'Est ne sont pas bons sous le soleil, vous avez remarqué qu'on joue aussi sous le soleil en France, mais les Suédois, les Norvégiens, par exemple, ils ne sont pas bons à cette période du championnat. Les Russes ne sont pas bons à cette période de l'année. Voilà comment un jour, un médecin a dit les Scandinaves et les pays de l'Est, à savoir l'Union soviétique ou la Roumanie, gagneraient difficilement un jour la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. J'ai surveillé cette attitude et j'ai remarqué que ces pays sont encore très mal à l'aise sous le soleil, à l'image de la Suède de Ibrahimovic et tant d'autres. Il faudra les surveiller sur le soleil et voilà comment ils gagnent difficilement les matchs. Sinon, ils passent à la trappe le plus gros du temps avant le deuxième tour. Voilà donc ce site Ndamli, passez en revue un tout petit peu pour vous les enjeux, les chances des uns et des autres. Bon, on a remarqué que le bas a serré les rangs. Albanie, Islande, qui n'ont aucun passé, mais qui ont aujourd'hui un présent depuis les footballeurs du moment, qui sont des pensionnaires des grands championnats. Il y a des Albanais qui partagent le même championnat, par exemple, que Cristiano Ronaldo, que Messi. Il y a des Islandais qui sont coéquipiers des grands joueurs de l'équipe d'Italie, etc., etc. À la longue, ils gagnent au contact des meilleurs joueurs au monde, ils grandissent et quand ils se réunissent pour se mettre sur les mêmes maillots, vous avez des problèmes pour les battre. Sinon, ils savent comment vous poser des problèmes pour ne pas être ridicule et même tenter le hold-up. Parce qu'Albanie a fini réussir hier le hold-up. Avant le poteau de la France, Albanie a eu aussi un poteau.
tout s'est écroulé dans les derniers instants quand ils ont voulu équilibrer. Voilà donc avec vous ce dont vous traitez, et ce site vous a accompagné, Ndamli, pour conforter vos convictions et peut-être éclairer davantage ce qui reste à voir dans ces taureaux. Nous vous retrouverons pour la deuxième moitié. J'appelle deuxième moitié les pays qui se seront qualifiés, par exemple, pour les quarts de finale, puisqu'à partir des quarts de finale, eh bien, nous sommes déjà, comme on dit, dans ces moments de vérité de ce championnat d'Europe des nations qui se joue en France. Alors d'ici à une dizaine de jours, nous nous retrouverons pour un tout autre sujet relatif à l'Euro 2016 qui se joue en France. Merci d'avoir choisi ce site d'Abdi. À la prochaine pour un tout autre sujet qui se passe de commentaires.